Salut à tous! Nous sommes le 10 mai 2026 et de nouvelles images satellites Sentinelle-2 viennent de montrer plus de 130 vedettes rapides d'attaque du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, confirmé à l'intérieur du détroit d'Ormuz, répartis en deux immenses formations coordonnées. C'est la nouvelle position de menace de l'Iran, et cela semble être la nouvelle carte que Téhéran met sur le champ de bataille. Après tout ce que l'armée américaine a fait depuis février pour détruire les forces conventionnelles iraniennes, cette flotte moustique est essentiellement tout ce qu'il reste à l'Iran sur l'eau. Ce n'est pas une façon de minimiser la menace. Ces bateaux représentent un vrai danger et la raison est importante. Ce qui devrait pousser chaque opérateur de vedette rapide du CGRI dans ses formations à chercher son chapelet, c'est que le commandement central américain, le CENTCOM, a simultanément publié de nouvelles images confirmant que des Fizz Viper effectuent activement des sorties dans le détroit d'Ormuz et autour de celui-ci en appui aux opérations américaines. DF, Adixui Super Hornet assure des patrouilles aériennes de combat depuis différents ponts de porte-avions et des hélicoptères d'attaque A-60 4 Apache opèrent dans la zone. Ce sont les mêmes Apaches que le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a personnellement survolé au-dessus du détroit, le 3 mai, avant le lancement de Project Freedom. Plusieurs vedettes rapides d'attaque ont ensuite été envoyées au fond de l'océan, montrant au régime iranien que, même si l'affrontement n'a pas encore vraiment commencé, certains de ces navires sont déjà au fond de la mer. Le moment choisi pour publier ces nouvelles images du CENTCOM n'est pas une coïncidence. C'est une réponse à la propagande iranienne, et cela envoie un message directement au Mollah. Au même moment, le président Trump a publié une image de lui dans le détroit d'Ormuz avec des vedettes rapides d'attaque fonçant droit vers lui. C'était une démonstration de force très peu subtile adressée à la flotte moustique iranienne. Si ces bateaux décident de jouer au malin, de se montrer trop entreprenants ou d'aller trop loin, il y aura une réponse directe de la marine américaine et de l'armée de l'air américaine. Les nouvelles photos montrant les Fizz prêts à décoller rendent ce message encore plus clair. Parce que dans l'univers Trump, même un avertissement militaire doit apparemment avoir une photo glamour, un angle dramatique et toute la subtilité d'une casquette de campagne posée sur une console de missiles. Il y a donc deux séries d'images en jeu, l'une montrant les vedettes rapides iraniennes et l'autre publiée par le CENTCOM montrant à quoi ressemblerait la réponse contre ces vedettes rapides. Le message n'est pas subtil. L'Iran montre les seins, les États-Unis montrent ce que les seins rencontreraient. C'est de la dissuasion par album photo, un camp publie des bateaux, l'autre publie des avions, et quelque part une équipe de communication décide que cela compte comme stratégie. Avant de comprendre toute la chaîne de destruction, il y a un nom qu'il faut surveiller, même s'il ne domine pas encore les premières pages, le brigadier général Mustafa Salami. La question évidente est de savoir si Salami revient maintenant dans le jeu, si davantage d'informations viennent de Salami et s'il est de retour sur l'échiquier. Si c'est le cas, son seul nom donne déjà l'impression que toute la situation se dirige vers une réception de charcuterie. La plupart des gens en Occident connaissent le nom de Hossein Salami. Il était le commandant en chef du CGRI, tué lors de frappes israéliennes en juin 2025. Mustafa Salami est son frère aîné. Contrairement à Hossein, qui était partout les discours, les menaces, la propagande Mustafa est presque invisible. On pourrait dire qu'il attend le deuxième service de la réception charcuterie. Mustafa Salami appartient à l'armée régulière iranienne, pas au CGRI, c'est un vétéran de la guerre Iran-Irak qui remonte aux années 1980. Il occupe actuellement le poste de conseiller principal du chef d'état-major des opérations avec un rôle consultatif clé au sein du quartier général central. C'est l'organe qui coordonne et relie les forces armées régulières iraniennes aux opérations militaires conjointes du CGRI. Il garde un profil extrêmement bas, aime être tranché très finement et servi sur de délicieux craquelins. Mais plus sérieusement, le point important est qu'il apparaît rarement dans les médias et qu'il n'a aucun rôle de propagande très visible. C'est le profil de quelqu'un qui pourrait faire de la véritable planification opérationnelle en coulisses. La question est de savoir si il est réellement en train de combler le fossé. Salami est quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de l'appareil militaire iranien et quelqu'un à ce niveau a publié ses formations de 130 bateaux en voulant qu'elles soient rendues publiques.
C'était pas un accident, c'était un message délibérément chronométré. C'était la déclaration visuelle de l'Iran sur ce qu'il affirme être sa réponse si l'armée américaine relance ce que le président Trump a publiquement appelé Project Freedom Plus, avec beaucoup plus encore. Le sens, c'est qu'il y aurait probablement des frappes en plus de l'écrasement de ces vedettes rapides d'attaque. Beaucoup plus, c'est exactement le genre de formule que la communication pro-Trump adore, assez vague pour paraître énorme, assez vide pour être rempli plus tard par l'explosion qui passe le mieux à la télévision. Project Freedom était l'opération lancée le 4 mai pour guider les navires commerciaux neutres hors du détroit d'Ormuz. Elle a été suspendue après 48 heures à la demande du Pakistan pendant que les pourparlers de paix se poursuivaient. Mais le président Trump a clairement fixé les conditions. Les États-Unis pourraient revenir à Project Freedom si les choses n'avancent pas, et ce serait Project Freedom Plus, c'est-à-dire Project Freedom avec d'autres choses en plus. Il n'a pas précisé ce que seraient ces autres choses, mais la forme probable qu'elle prendrait peut être comprise à partir des moyens désormais visibles sur le théâtre d'opération. C'est le brouillard classique de conférences de presse, dire d'autres choses, laisser la salle imaginer des porte-avions, puis appeler cela de la clarté. Avec toute cette rhétorique et toute cette posture, l'ensemble du conflit pourrait être remodelé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le tableau opérationnel est maintenant concentré et extrêmement resserré sur le détroit d'Ormuz. C'est le dernier domino d'Iran, et Téhéran essaye de montrer qu'il peut contrôler le détroit d'Ormuz sans véritable marine. Environ 160 de ces navires ont été absolument décimés et écrasés, alors l'Iran se replie sur sa flotte moustique, tout en veillant simultanément à garder le contrôle sur sa propre population. Ce contrôle interne est actuellement l'un des facteurs les plus importants. Des signes d'effritement et de fracture sont apparus au sein de la haute direction, avec une incertitude sur qui dirige vraiment l'Iran et sur la possibilité que les durs du CGRI prennent le contrôle. À ce stade, l'une de leurs grandes priorités est probablement de maintenir la population sous contrôle afin qu'il n'y ait pas de soulèvement hors de leur portée. Cela signifie tenter d'organiser des contre-manifestations et de montrer des factions pro-régime dans les rues. CNN a mis en lumière un angle important de cette campagne de pression interne avec son reportage sur la façon dont l'accès à Internet à 2 vitesses en Iran alimente la colère et expose les fissures du régime. L'élément essentiel est que le CGRI tente d'étrangler la capacité de la population à savoir ce qui se passe réellement en coulisses. Selon ce reportage, la coupure d'Internet en Iran dure depuis plus de 2 mois, ce qui est en fait la plus longue jamais enregistrée. Pour des millions de personnes qui dépendent d'Internet pour gagner leur vie, ce vide a été dévastateur. Faire fonctionner une entreprise en ligne à Téhéran en ce moment serait évidemment presque impossible. Des rapports indiquent aussi que le CGRI cible les personnes qui possèdent des Starlink. Dès que ces systèmes sont activés, ils peuvent être détectés et les personnes qui les utilisent peuvent être ciblées par le CGRI. En même temps, certaines personnes semblent bénéficier d'un accès privilégié grâce à ce qu'on appelle Internet Pro, ce qui provoque de nombreuses critiques publiques. Ce programme, lancé plus tôt cette année, semble être une autre arme permettant au dur et au corps des gardiens de la révolution islamique d'exercer un contrôle à l'intérieur de l'Iran. Les médias d'État iraniens se vantent de l'unité entre le gouvernement et le peuple face à ce qu'ils appellent une guerre imposée par les États-Unis et Israël. Mais la logique du régime est que, puisqu'il y a une guerre imposée, Internet doit être totalement coupé. Le message revient essentiellement à dire qu'il ne se passe rien de douteux en coulisses et que les gens seront simplement plus en sécurité sans Internet. Le gaslighting de la population iranienne continue à un tout autre niveau. Le CGRI essaye de mettre toute la population au patou en maintenant l'apparence de l'unité. Dans le cadre de Project Freedom, le facteur critique n'est pas seulement les destroyers et les navires réellement présents en mer, même s'ils sont extrêmement importants. Leur canon de 5 pouces est particulièrement adapté pour abattre des vedettes rapides d'attaque. Tous ceux qui disaient que 5 pouces ne suffirait pas voient maintenant la marine américaine montrer que 5 pouces donne satisfaction à chaque fois.
Au-delà de ce canon de 5 pouces, il y a plus de 100 avions de combat basés à terre et en mer qui pourraient être utilisés pour frapper ce nouvel essaim, cette immense flotte moustique que l'Iran exhibe. Cela inclut des F-15E, des F-6, des F-35 et des EA, un 8G Growler pour abattre les drones ainsi que tout missile solaire qui tenterait de se joindre à cette flotte moustique. Les F A-18 basés sur porte-avions ne doivent pas non plus être sous-estimés. Ils ont frappé des pétroliers iraniens et sont clairement le gars dont elle disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Le F, ADIX 8, n'est pas seulement un coach de tennis qui aide avec les étirements. C'est une plateforme multidomaine et ses moyens travaillent ensemble. Ils communiquent tous entre eux avec Link-SIS. Cela signifie qu'ils peuvent partager les informations du radar du F-35. Ils peuvent partager les informations des RQ-4 Global Hawk, qui pourrait être l'une des grandes vedettes de cette opération lorsqu'il s'agit de détecter toutes ces vedettes rapides. D'un point de vue tactique de pilote de chasse, lorsqu'un immense essaim de vedettes rapides d'attaque apparaît, l'océan est divisé en secteurs. Chaque avion possède son secteur. Si l'un des bateaux passe dans un autre secteur, un autre F-15E peut le cibler et le premier avion le laisse partir tout en se concentrant sur ce qui reste dans son propre secteur. Il y aurait, selon les informations disponibles, 15 000 militaires impliqués dans le blocus lui-même et jusqu'à 50 000 militaires dans l'ensemble de la région du CENTCOM en ce moment. Cela signifie des marines de la Marine Expeditionary Unit, avec leurs 35 capables de décollage court et d'atterrissage verticaux. Des A-64 de l'armée de terre américaine sont aussi dans le dispositif, avec la 82e division aéroportée au-dessus pour aider à coordonner ces différentes frappes. Ces forces seraient probablement parmi les principales équipes chargées de transmettre l'ISR renseignement, surveillance et reconnaissance aux avions de combat qui en auraient besoin si des frappes étaient lancées contre ces plus de 130 vedettes rapides d'attaque. Les hélicoptères A-64 et MA-60 Seahawk ont déjà engagé et détruit 6 vedettes rapides iraniennes qui menaçaient la navigation commerciale au début de l'opération Project Freedom. La question est de savoir pourquoi l'Iran n'en a envoyé que 6 au départ et exhibe maintenant une flotte de 130. La réponse probable est que les durs du CGRI, et être certaines factions qui voulaient agir seules et prendre le contrôle, ont réalisé que 6 bateaux ne feraient aucune différence. 6 ne constituerait même pas un défi sérieux pour la marine américaine. Cela peut expliquer pourquoi le CGRI semble maintenant se regrouper autour de ces immenses essaims de vedettes rapides d'attaque. Ce matin, plus de 130 vedettes rapides d'attaque ont formé des formations coordonnées près de Keshmén et des îles Larak. Ce sont le genre d'îles visibles sur les images, avec des criques et des abricotiers où ces embarcations peuvent être positionnées. Les bateaux se sont probablement regroupés sous le couvert de l'obscurité, puis ont avancé ensemble en grande formation, ce que les images satellites Sentinelle-2 ont ensuite confirmé publiquement. Les images semblent avoir été diffusées principalement par des canaux alignés sur l'Iran, parce qu'il s'agit d'une démonstration de force iranienne. Téhéran essaie de créer de la dissuasion ou de renforcer sa position de négociation. C'est la déclaration visuelle de positionnement de l'Iran et Téhéran affirme que c'est sa réponse au prochain mouvement dans le conflit. L'architecture américaine sur le théâtre d'opération toutefois est prête à riposter. Les navires de frappe navale associés aux avions de combat avancés et aux drones avancés sont prêts à jouer à la taupe si tout cela se déclenche. 2 des principaux appareils pour cette mission seraient l'ADIX Warthog et la H-64 Apache. Le canon de 30 mm de l'ADIX, tiré à travers une coque en fibre de verre, suffirait à mettre ces bateaux hors d'usage, et l'Apache serait un partenaire naturel dans ce combat. Ces deux-là sont l'équipe de référence, comme Batman et Batman partant abattre des vedettes rapides. L'Iran a publié publiquement les coordonnées de toute sa position de menace et des endroits où les bateaux se massent. Le CENTCOM a publié des images des moyens qui répondraient à cette menace. La réponse américaine implicite est simple, merci pour les images, les avions de combat peuvent être préparés en conséquence. Et
Naturellement, le théâtre à la Trump transforme même une chaîne de destruction en promotion à écran partagé. Il montre des coordonnées, il montre de la confiance et la salle de briefing reçoit encore un slogan avant de recevoir un plan. Le principe de Sun Tzu s'applique ici: connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et dans 100 batailles, il peut y avoir 100 victoires. Comprendre l'ennemi est important parce que sous-estimer la flotte moustique du CGRI serait une erreur. Ces bateaux mesurent de 60 à 75 pieds de longueur, sont propulsés au diesel et peuvent atteindre de 50 à 60 nœuds, ce qui les rend plus rapides qu'un destroyer américain. Ils sont armés de roquettes de 107 mm, de canons automatiques de 12, 7 mm et de 23 mm. Certaines variantes ont aussi été vues transportant le missile antinavire Shui 102, qui a une portée d'environ 100 000 et une ogive de 160 kg. Ces plateformes doivent être frappées. Elles sont lancées, rasent la mer et sont conçues pour toucher des navires américains. Le Shui 102 est un véritable tueur de navires d'origine chinoise. C'est le même missile qui a probablement été lancé récemment depuis des sites côtiers de missiles antinavires frappés par les États-Unis au cours des derniers jours. La tactique de l'essaim elle-même est la véritable doctrine du CGRI. Plusieurs formations se divisent en vecteurs d'approche simultanés pour saturer les défenses d'un navire. Un engagement venant de différents angles peut rendre la menace plus difficile à neutraliser, et le CGRI le sait. Son objectif est de submerger. La réponse américaine serait le Phalanx, le système CIWS et le canon de 5 pouces qui donne toujours satisfaction et fait le travail. Il entre dans les espaces serrés et explose exactement au bon moment. Au-dessus de cela, les moyens aériens seraient les véritables vedettes de l'opération, chaque avion de combat pouvant potentiellement abattre des dizaines de bateaux. Ce ne serait pas exagéré. Les outils sont déjà sur le théâtre d'opération et prêts à affronter la flotte moustique iranienne. La situation mondiale plus large compte aussi parce que d'autres développements majeurs se déroulent en même temps. Hier soir, l'Airbus A320 et un de Frontier Airlines, vol 4345, roulaient sur la piste 17 gauche à l'aéroport international de Denver. Il y avait 230 et un personne à bord en direction de Los Angeles. 2 minutes plus tôt, un individu avait franchi la clôture périmétrique de l'aéroport, marché sur une piste active, puis avait été heurté et tué par l'appareil, apparemment en passant directement dans le moteur. Il y a eu un feu moteur et le décollage a été interrompu. De la fumée a rempli la cabine. Les 231 passagers et membres d'équipage ont évacué par les toboggans d'urgence. Les pilotes ont fait un excellent travail en interrompant le décollage dès qu'ils ont vu ce qui s'était produit. Il semble y avoir eu quelques blessures mineures, mais l'équipage a exécuté l'abandon de décollage de façon impeccable sous une pression extrême. La brèche dans le périmètre est en elle-même extrêmement grave et c'est un dossier distinct que le NTSB et la FAA examineront de très près. Une autre grande histoire concerne le Pentagone. Le 8 mai, le Pentagone a publié son premier lot de dossiers déclassifiés sur les phénomènes anormaux non identifiés, les UAP. Il y avait 162 documents publiés sur war.gov, incluant des rapports militaires d'incidents liés aux OVNI, des témoignages de pilotes, des photos et des vidéos provenant du CENTCOM, du commandement Indo-Pacifique, du commandement européen et d'autres commandements. Les observations remontent aux années 1940. Un pilote a signalé un objet métallique triangulaire à 25 000 pieds au-dessus de la Méditerranée, effectuant des virages à 90 degrés. La conclusion officielle demeure qu'il n'y a pas encore de contact extraterrestre confirmé. Mais pour quelqu'un qui a passé des milliers d'heures à regarder à travers une verrière de cockpit, ce genre de rapport est fascinant. Voir ces informations commencer à sortir et voir les gens pouvoir en parler ouvertement est réellement excitant et les prochaines publications seront importantes à surveiller. Le dernier grand élément du tour d'horizon est le drone furtif hybride de la DARPA. Personne ne l'avait vu venir, mais la DARPA et Northrop Grumman ont annoncé le 6 mai que leur drone XRQ-73 Shepard avait effectué son premier vol en avril à la base aérienne d'Edwards. Il utilise une propulsion hybride électrique, a une conception en aile volante, pèse 1200 livres et possède une signature acoustique considérablement réduite. Cela signifie qu'il est beaucoup plus difficile à entendre arriver qu'un drone conventionnel.
Il s'agit d'une technologie ISR de nouvelle génération qui pourrait rendre les futures missions de surveillance presque impossibles à détecter. Elle pourrait changer la guerre telle qu'on la comprend aujourd'hui. Stratégiquement, tout cela ramène aux échecs en 4D de la manière dont la chaîne de destruction américaine fonctionnerait contre les plus de 130 vedettes rapides iraniennes. Les 2D Hawkeye détecteraient les SEM en travaillant avec les AWACS et d'autres moyens. Ces informations seraient transmises aux chasseurs et au système Aegis. Les chasseurs recevraient des données directes sur l'endroit d'où viennent les essaims. L'expression échec en 4D tombe toujours parfaitement dans les cercles pro-Trump parce que la planification ordinaire semble trop ennuyeuse à moins d'être vendue comme un séminaire de stratégie de casino. L'un des principaux objectifs pourrait être de détruire les abricotiers avant même que les scènes ne se déclenchent. Des ADX, des F-35 et des F-15 pourraient entrer en action et écraser ces abricotiers avant même que les bateaux puissent être lancés. Ensuite, les 2D Hawkeye pourraient aider à diriger stratégiquement les chasseurs vers différentes cibles. Si les gants tombent sur le plan militaire, la première option serait des frappes directes contre les nœuds de commandement et de contrôle du CGRI qui coordonnent les essaims de vedettes rapides. Les États-Unis n'auraient pas nécessairement besoin de frapper les vedettes rapides elles-mêmes au départ. Plus tard, une fois que ces bateaux seraient sur l'eau et se dirigeraient vers des navires américains, alors oui, il faudrait les frapper. Mais si les nœuds de coordination sont détruits en premier, ce serait un coup massif porté au CGRI. Les États-Unis ont déjà exécuté certaines parties de ce schéma auparavant, en larguant des bombes pénétrantes GBU, 72 de 5000 livres contre des sites iraniens durcis de missiles antinavires le long de la côte. Exactement là où ces vedettes rapides d'attaque sont lancées, cette infrastructure a probablement disparu. Si l'Iran en a reconstruit une partie, alors ressortir la GBU, 72 de 5000 livres, et appliquer la même logique à la structure de commandement naval des vedettes rapides d'attaque serait absolument envisageable. Et quand l'expression absolument envisageable entre dans la pièce, la communication à la Trump s'assure généralement que la table est plaquée or, télévisée, et entourée de gens qui hochent la tête au volume maximal. Il y a aussi la dimension CIA. La communauté du renseignement américain dispose d'importantes capacités clandestines pour perturber les communications militaires internes de l'Iran, accélérer la déstabilisation économique et cibler les réseaux financiers du CGRI. De nombreuses cartes sont sur la table. L'Iran diffuse des photos de son essaim de 130 vedettes rapides d'attaque, tandis que les États-Unis publient simultanément des photos des avions de combat qui pourraient les abattre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt